La Nouvelle-Orléans est en train de couler. Les changements au fil des années sont évidents pour ceux qui observent l'infrastructure de la ville. Les rues s'effondrent et des fissures apparaissent sur les murs partout dans la ville. L'enfoncement du sol n'est pas nouveau. Ce phénomène dure depuis plus de 100 ans autour de la Nouvelle-Orléans, mais la situation empire désormais. Chaque année, la Nouvelle-Orléans s'enfonce d'environ 5 cm. Et les estimations pessimistes des taux de subsidence prévoient que la majeure partie de la ville pourrait être submergée d'ici 2050. Mais peut-on faire quelque chose ? Eh bien, heureusement, il existe des solutions pour freiner l'enfoncement des terres à la Nouvelle-Orléans. Pour envisager les prochaines étapes, il faut d'abord comprendre la formation de la ville en revenant avant sa création. La Nouvelle-Orléans, où la majeure partie de toute civilisation, existait sur le delta du Mississippi. Avant la fondation de la ville, dans les années 1700, la nature était livrée à elle-même pendant environ 6000 ans. Le cours naturel et les inondations du fleuve Mississippi vers les zones humides environnantes transportaient des sédiments et les déposaient dans le delta. Au fil du temps, les sédiments ont formé des terres surélevées dans les marais du delta, où la Nouvelle-Orléans fut bâtie au XVIIIe siècle. Les premiers habitants, les Amérindiens Chitimacha de Louisiane, occupaient la région. Mais ils n'ont pas connu d'affaissement, car la ville n'existait pas encore. Le fleuve continuait d'inonder les zones humides et de déposer des sédiments dans les marais du delta. Les choses ont changé avec l'arrivée des explorateurs français à la Nouvelle-Orléans. En 1718, les Français occupaient une vaste étendue de terre en Amérique du Nord à cette époque, et le gouverneur de ce qui était alors connu sous le nom de Louisiane française a baptisé la Nouvelle-Orléans comme nouvelle ville cette même année. À cette époque, ironiquement, le premier quartier, le quartier français, a en fait été construit à l'endroit choisi. L'altitude était assez élevée pour la région, atteignant environ 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais même à cette époque, il y avait des inquiétudes que la ville puisse commencer à s'enfoncer à cause de la consistance du sol qui se trouvait sous la ville. Les sédiments qui servirent de fondation à la ville étaient meubles et gorgés d'eau parce qu'ils provenaient des zones humides et des marécages. Il y avait donc des doutes quant à leur capacité à supporter de grands bâtiments et les infrastructures de la ville. Pourtant, la Nouvelle-Orléans est née et une petite colonie a émergé dans le delta du Mississippi, destinée à devenir l'une des plus grandes villes côtières du golfe du Mexique. Les craintes initiales des Français sur le sol ne se sont réalisées que bien plus tard, après l'achat de la ville par les États-Unis en 1803 lors de l'acquisition de la Louisiane. Tout au long du 19e siècle, la ville s'est agrandie, mais sa croissance était limitée par les marais et les zones marécageuses qui l'entouraient. Comment la ville pouvait-elle se développer si les terres autour étaient trop humides et marécageuses pour y construire ? Eh bien, les urbanistes ont trouvé une solution. Ils ont décidé de construire un système de drainage en 1896. Le système de drainage a été construit dans tout le marécage environnant et l'eau a été pompée hors de ces zones pour les rendre disponibles au développement. C'est une bonne idée, mais le drainage a eu des conséquences inattendues. En retirant l'eau des environs et empêchant la rivière d'alimenter le delta, la terre ne recevait plus ses sédiments habituels. Les barrages et les digues construits le long de la rivière pour empêcher les inondations dans la ville ont encore aggravé la situation. Le blocage des sédiments dans les zones humides a interrompu le dépôt naturel dans le delta du fleuve. La Nouvelle-Orléans allait bientôt subir les effets de la rupture de ce cycle sans apport de nouveaux sédiments dans le delta. Le problème suivant qui est apparu était dû au type de sédiments le long du Mississippi. Le sol meuble dépend d'un apport de nouveaux sédiments pour compacter le sol existant, sans l'ajout de nouveaux sédiments. Le sol existant développe des poches d'air qui restent vides, mais quelque chose doit les remplir. Ainsi, les sédiments s'enfoncent pour combler les poches d'air, se compactent et provoquent l'affaissement général de la ville. Dès le début de l'affaissement, un cycle de détérioration s'est installé. Comme la ville s'abaissait, le risque d'inondation montait, donc on construisait plus de barrages et digues pour s'en protéger. Mais les mesures mises en place pour prévenir les inondations entraînaient un affaissement supplémentaire des terres, ce qui exposait la ville à un risque encore plus élevé d'inondation. Cela devenait une boucle dangereuse dont il était difficile de sortir. Les options étaient soit de laisser les inondations endommager les habitations et les infrastructures, soit de protéger la ville et de permettre à la terre de continuer à s'enfoncer à un rythme alarmant. Outre les systèmes de drainage et de lutte contre les inondations, l'augmentation des activités industrielles humaines modernes a également aggravé le problème au cours des dernières décennies. À mesure que des centrales électriques et des centres industriels ont vu le jour dans la région de la Nouvelle-Orléans,
ils ont commencé à utiliser les eaux souterraines pour produire de l'énergie. Mais lorsque l'eau souterraine est extraite sous la surface à la Nouvelle-Orléans, cela assèche le sol encore plus rapidement et entraîne un affaissement accéléré de certaines zones de la ville. Le taux d'affaissement s'est fortement aggravé ces 20 dernières années. La Nouvelle-Orléans ne s'enfonçait que d'environ 1/4 de pouce à 1 pouce par an entre 2002 et 2005 watts. Mais maintenant, c'est passé à 2 pouces par an entre 2009 et 2012. C'est un problème courant partout. Selon l'US Geological Survey, plus de 80% de l'affaissement à l'échelle nationale est causé par le pompage excessif des eaux souterraines. Cela peut sembler anodin, mais avec le temps, les pousses s'accumulent et cela compte. Vous vous souvenez que la ville était autrefois à 10 pieds au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, environ la moitié de la Nouvelle-Orléans est sous le niveau de la mer. Mais l'affaissement de la région n'est pas uniquement dû aux activités humaines ni à l'expansion de la ville. La géographie naturelle de la région autour de la Nouvelle-Orléans provoque aussi son propre affaissement, ce qui est un problème que les gens ne peuvent pas contrôler. Voici la faille de Michaud, une ligne de faille de près de 7 km qui traverse l'est de la Nouvelle-Orléans. Au cours des 70 dernières années, les failles traversant la ville seraient responsables de jusqu'à 73% de l'affaissement, selon certaines estimations, notamment dans l'est de la Nouvelle-Orléans. Cet affaissement survient lorsque la faille s'effondre, sans qu'on sache vraiment pourquoi. À un niveau géologique plus profond, on pense aussi que le forage et l'extraction de pétrole terrestre dans la région ont contribué à l'affaissement géologique. La Louisiane, important marché pétrolier et gazier aux États-Unis, voit l'extraction de pétrole souvent citée comme cause de troubles géologiques et de subsidence. Alors que la ville s'enfonce, l'océan s'infiltre également. Sans dépôt de sédiments et sans apport d'eau douce dans les marais et les zones humides, l'eau salée de la côte du Golfe a eu l'occasion de pénétrer dans les zones humides. Mais la flore et la faune vivant dans les zones humides ne sont pas habituées à l'eau salée et ne peuvent pas survivre au changement rapide de la concentration en sel dans leur habitat. Elles finissent donc par disparaître. Les plantes qui stabilisent le sol dans les zones humides meurent, rendant les sédiments encore plus meubles. Les sédiments meubles le long du rivage peuvent être facilement érodés par l'eau salée qui s'infiltre dans la zone humide, emportant la petite quantité de sédiments restante et transformant les zones humides en pleine mer au fil du temps. En fait, depuis les années 1930, l'érosion des sols dans la région a transformé une immense étendue de terre. Près de 5200 km² de marais et de marécages de cyprus en eau de mer. De même, le changement climatique augmente le risque d'inondation à la Nouvelle-Orléans, qui continue de s'enfoncer alors que le niveau de la mer monte. Quand le climat mondial se réchauffe, l'eau des océans subit une expansion thermique. Quand l'eau se réchauffe, son volume augmente, occupant plus d'espace, ce qui élève le niveau de la mer. Le niveau de la mer près de la côte du golfe des États-Unis, où se situe la Nouvelle-Orléans, devrait monter de 35 à 45 cm en 30 ans. La situation devient plus critique pour la Nouvelle-Orléans, qui s'enfoncera davantage sous le niveau de la mer à mesure de son élévation, augmentant le risque d'inondation. Les dégâts causés par l'affaissement du sol et les risques d'inondation à la Nouvelle-Orléans sont déjà connus. En août 2005, l'infâme ouragan Katrina a frappé, apportant des vents atteignant plus de 270 km/h et des pluies torrentielles. Au début, la ville semblait épargnée par la tempête de catégorie 4, mais quelques jours après l'arrivée de l'ouragan. La monstrueuse onde de tempête, qui a atteint plus de 8 mètres de hauteur à certains endroits, et les fortes pluies sont devenues trop importantes pour le système de digues sur lequel la Nouvelle-Orléans comptait. Les digues le long du canal industriel à la Nouvelle-Orléans ont cédé et l'eau a déferlé dans la ville. Le lendemain, d'autres digues avaient été rompues par l'eau et 80% de la ville s'était retrouvée submergée sous jusqu'à 6 mètres d'eau. L'ouragan Katrina a causé d'énormes dévastations, laissant des maisons et des rues submergées. Cela est devenu la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis en raison des destructions qu'elle a causées aux biens et aux infrastructures dans toute la Nouvelle-Orléans. Elle a coûté la vie à plus de 1800 personnes, devenant l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières des États-Unis récemment. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'inondations comparables à l'ouragan Katrina depuis qu'il a frappé la Nouvelle-Orléans, mais cela ne veut pas dire que la ville n'est pas confrontée à des inondations régulières. Pendant les saisons des pluies, lorsqu'il pleut suffisamment fort. Certaines zones de la ville sont souvent inondées lors de fortes pluies, car le système de pompage et de drainage, vieux de plus de 100 ans, est submergé. Des photos comme celle-ci sont courantes, montrant des habitants faisant du kayak dans les rues, utilisés comme canaux au lieu de routes, comme à Venise, autre ville qui s'enfonce. Après l'ouragan Katrina, l'affaissement des terres à la Nouvelle-Orléans et les inondations paraissaient inévitables. Peut-on empêcher une catastrophe comme Katrina, ou est-ce inévitable?
La ville peut-elle éviter d'être submergée dans les prochaines décennies? Hélas, il est trop tard pour inverser la cause de l'affaissement sans le cycle naturel de dépôt de sédiments. La Nouvelle-Orléans continuera de s'enfoncer, mais peut-on ralentir ce phénomène et sauver la ville? Cette possibilité est réelle. Je veux dire, regardez l'île de Jean-Charles, située à seulement 80 miles de la Nouvelle-Orléans par exemple. Pendant des siècles, des gens ont vécu sur ces 22 000 acres de terre. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 320, ayant perdu presque 99% de ces terres, à cause de l'intrusion d'eau salée et de l'affaissement. Les habitants de l'île de Jean-Charles sont reconnus par le gouvernement fédéral comme la première communauté déplacée par le climat. La plupart ayant quitté en 2022, la Nouvelle-Orléans tente de freiner l'affaissement. En 2007, le Congrès a approuvé le projet de déviation de Myrtle Grove pour reconstruire les terres autour de la ville. Le projet consisterait à acheminer manuellement des sédiments dans les zones humides pour recréer le cycle naturel de dépôt de sédiments, à mettre en œuvre des mesures pour ralentir l'érosion le long du littoral et à créer une meilleure protection contre les tempêtes. Ce projet est difficile à réaliser, nécessitant beaucoup de financement et une forte coordination entre les habitants de la Nouvelle-Orléans. La dérivation pour transporter les sédiments doit être construite sur des terrains privés à la Nouvelle-Orléans. Les gouvernements doivent donc obtenir l'accord des propriétaires pour avancer le projet. Cela transformerait les zones humides en eau douce, ramenant progressivement plantes et faune indigènes, ce qui serait bénéfique pour l'environnement. Mais cela nuirait au marché florissant de la pêche dans la région, qui dépend de l'eau salée dans le delta du fleuve. Jusqu'à présent, le Congrès n'a pas financé ce projet, il est donc encore au milieu d'un processus qui avance lentement. Et il n'est pas clair si ce plan avancera ou non. D'autres idées ont été proposées pour sauver la ville. Une suggestion vise moins à inverser l'érosion des sédiments et davantage à gérer le stockage d'eau en ville. La ville construirait des canaux pour stocker l'excès d'eau pendant la saison des pluies et éviter les inondations. Ces canaux deviendraient des espaces récréatifs tels que parcs et sentiers en saison sèche. Le projet vise à équilibrer paysage attrayant et rétention d'eau. Ainsi, la ville serait moins inondée et la Nouvelle-Orléans, malgré son affaissement, subirait moins de dégâts liés à l'eau. Même si cette idée présente un certain potentiel pour limiter les inondations dans la ville, elle n'a pas encore été retenue comme solution pour lutter contre l'affaissement des terres. Elle ne combat pas réellement l'enfoncement des terres, seulement ses dégâts. Longtemps, le gouvernement de la Nouvelle-Orléans a tenté de protéger la ville qui s'enfonce, en renforçant les digues de la Nouvelle-Orléans avec plus de béton et d'argile pour les rehausser et les solidifier. Après le passage de l'ouragan Katrina, le corps des ingénieurs de l'armée a lancé un projet ambitieux pour bâtir un système anti-inondation autour de la Nouvelle-Orléans. C'est essentiellement un périmètre de 133 miles autour de la zone métropolitaine, sans compter 70 miles supplémentaires de structures internes de réduction des risques. Et il offre une protection pour 5 paroisses, Orléans, Jefferson, Saint-Bernard, Plaquemine et Saint-Charles. Il visait à éviter qu'une catastrophe comme l'ouragan Katrina ne touche encore la Nouvelle-Orléans, pour un coût de 14,6 milliards de dollars. Mais moins de 11 mois, oui, seulement 11 mois après sa construction, le système de digue a commencé à s'enfoncer. Et il a été prédit qu'il serait obsolète d'ici 2023, littéralement en seulement 4 ans. Ainsi, 3,2 milliards de dollars supplémentaires ont dû lui être alloués en 2021 afin que les digues continuent d'assurer la protection, espérons-le, pour encore 50 ans. Et bien qu'il soit censé être suffisamment efficace pour protéger contre les vagues de tempêtes centennales, ou celles ayant 1% de chance de se produire chaque année, il est désormais jugé insuffisant. Avec la montée du niveau de la mer et des ouragans plus intenses dus au réchauffement climatique, le système pourrait devoir être renforcé pour résister à des tempêtes bicentenaires. Ces problèmes périodiques augmenteront fortement les coûts sans résoudre l'affaissement de la ville. C'est juste une solution temporaire contre les inondations. En fin de compte, la hauteur des digues ne sauvera pas la Nouvelle-Orléans. En 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Orléans a compris qu'il devait agir et a adopté une nouvelle approche. Depuis lors, il a lancé 6 projets visant à construire des infrastructures vertes qui aideront à réduire la pression exercée sur leur système de drainage des eaux pluviales pendant les périodes de pluie. L'infrastructure verte est censée être respectueuse de l'environnement, tout en détournant environ 55 millions de litres d'eau du système de drainage. L'idée du nouveau plan à la Nouvelle-Orléans est de trouver un moyen de vivre avec l'afflux d'eau et de le gérer, plutôt que d'essayer de lutter contre l'eau. Comme avec son système de pompage, de drainage et son plan de renforcement des digues,
La ville souhaite ajouter 15 projets supplémentaires d'ici 2035. Cela permettrait de détourner des millions de litres d'eau vers de nouveaux espaces de stockage. Plusieurs ONG ont été créées à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de cette initiative environnementale pour lutter contre l'affaissement. Un projet actuellement en cours a décidé de renoncer au système de drainage et à l'ingénierie complexe pour revenir à la nature, avec une solution connue sous le nom de Sustaining Our Urban Landscape, ou projet SOL. L'effort vise à restaurer la population d'arbres de la Nouvelle-Orléans. Pendant l'ouragan Katrina, la ville a perdu entre 100 000 et 200 000 arbres, ce qui a augmenté le risque de dégâts causés par les inondations. Parce que les arbres absorbent naturellement l'eau des inondations. Ils agissent en quelque sorte comme des éponges absorbant les eaux de pluie par leurs racines. Le projet vise à planter des arbres locaux, comme le cyprès chauve et le chêne vert, qui peuvent absorber respectivement 3 300 litres et 4 800 litres d'eau de pluie chaque jour. C'est plus de 860 et 11 gallons d'eau chaque jour après la grande tempête de 2005. La Nouvelle-Orléans était l'une des villes les plus déboisées des États-Unis. Mais maintenant, grâce à Séoul, elle fait son retour. En 2023, le programme Séoul avait planté près de 8000 arbres dans toute la ville. C'est une étape clé, mais il faudra du temps avant que les arbres soient assez matures pour absorber assez d'eau et influer sur les inondations en ville. Hélas, le temps ne joue pas en faveur de la Nouvelle-Orléans. Le projet de Séoul aide à sauver la ville, mais il ne suffit pas à stopper la crise de l'enfoncement. Un autre projet à but non lucratif à la Nouvelle-Orléans vise aussi l'aménagement paysager écologique, mais sans les arbres. Il vise à transformer les paysages autour des habitations pour mieux résister à l'eau, surtout dans les zones urbaines sujettes aux inondations. Le projet, appelé l'initiative Urban Conservancy Frontyard, cible les propriétés situées près des canaux et du fleuve Mississippi, qui sont des régions qui ont tendance à être inondées en premier et qui reçoivent le plus grand afflux d'eau lors des tempêtes. L'initiative vise à remplacer le bitume et l'argile sèche des cours et pelouses par du gravier et des jardins de plantes locales, résistantes aux conditions météorologiques de la Nouvelle-Orléans. Vous pourriez vous demander quelle différence cela peut réellement faire. Mais simplement changer la terre dans les jardins peut avoir un impact assez significatif sur le risque d'inondation dans la ville. Le bitume et l'argile absorbent mal l'eau, provoquant ruissellement et inondation. Le gravier, en revanche, est poreux et absorbe bien l'eau. Ainsi, lorsqu'il pleut abondamment ou que les canaux de la rivière débordent, les allées et jardins en gravier sont plus susceptibles de gérer l'afflux d'eau que l'argile et le bitume. Le projet avance à un rythme soutenu, transformant les jardins de 155 propriétés rien que pendant la première moitié de 2023. Bien que cela puisse sembler peu, ces modifications de propriété ont créé un grand nouvel espace de stockage d'eau souterrain, offrant environ 650 000 litres d'espace supplémentaire pour l'eau de pluie lors de fortes précipitations. Ces projets sont coûteux, surtout pour les habitants de la Nouvelle-Orléans qui financent les modifications de leurs propriétés, freinant ainsi le développement des infrastructures vertes. Pour que beaucoup de ces solutions fonctionnent, elles reposent sur un besoin fondamental. L'état d'esprit avec lequel la Nouvelle-Orléans a fonctionné pendant longtemps doit changer, aussi bien pour les habitants que pour le gouvernement. Pendant de nombreuses années, la ville a essayé de lutter contre la nature en construisant des digues et des murs pour empêcher l'eau d'entrer dans la ville, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Désormais, les stratégies pour sauver la Nouvelle-Orléans reposent sur une approche différente. Elles encouragent à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Les habitants de la Nouvelle-Orléans cherchent maintenant des moyens d'apprendre à vivre avec l'eau et à l'intégrer dans leur vie de manière à ne pas causer de dégâts. Les plans d'infrastructures vertes visent non pas à bloquer l'eau, mais à lui offrir des espaces pour traverser la ville et éviter les grandes inondations. Même si la Nouvelle-Orléans empêche la ville de s'enfoncer, les habitants devront toujours faire face à l'eau. Leur mode de vie devra changer pour affronter les défis de leur région. Les habitants de la Nouvelle-Orléans réalisent qu'aucune solution unique à l'enfoncement n'est suffisante. Contrairement aux Pays-Bas, ils ne doivent pas gérer la menace des ouragans pour la protection contre les inondations. Sauver la ville demandera une combinaison de plans, y compris des efforts d'infrastructures vertes, et sans doute manuels, pour augmenter le dépôt de sédiments dans le delta du Mississippi et réparer l'érosion du littoral qui a déjà eu lieu. Ces efforts suffiront-ils à sauver une ville vouée à disparaître sous l'eau d'ici quelques décennies ? Seul le temps dira si la Nouvelle-Orléans pourra agir assez rapidement pour dépasser les prévisions selon lesquelles la ville pourrait être submergée dans 25 ans. Même avec toutes ces solutions innovantes, ce sera une tâche majeure pour la Nouvelle-Orléans. Cela nécessitera des efforts de la part de tous les habitants de la ville, des responsables gouvernementaux aux entreprises, en passant par les résidents et les propriétaires. De nombreux obstacles se dressent sur la voie du progrès vers une solution sur de nombreux fronts. L'un de ces défis est, bien sûr, l'argent. Il est coûteux de transformer l'infrastructure de la ville pour qu'elle soit plus adaptée à l'eau et de planifier et construire de nouveaux systèmes pour reconstituer les sédiments dans le delta du fleuve.
Entretenir les digues et le système de prévention des inondations déjà en place est aussi coûteux, mais reste essentiel. En attendant, il faut prévenir les inondations pendant que des systèmes plus modernes, comme les infrastructures vertes, se mettent en place. À mesure que la ville s'enfonce, elle a dû se contenter de repousser les eaux de pluie et les inondations. Ainsi, la Nouvelle-Orléans a dû continuer à rehausser la hauteur des digues tous les 10 ans et à les réparer et les entretenir régulièrement. Un autre obstacle majeur à cet effort est que la Nouvelle-Orléans s'enfonce à un rythme accéléré. La situation devient plus tendue et coûteuse car les digues s'enfoncent plus vite et doivent être relevées plus souvent pour prévenir les inondations. De nouvelles solutions doivent être rapidement mises en place pour sauver la ville, mais la plupart des plans prendront du temps avant d'être efficaces. On craint que les habitants ne s'impliquent pas pour sauver la ville. Les entreprises craignent que changer leurs pratiques pour limiter l'affaissement nuise à leurs finances. Et pour les propriétaires fonciers, dont les terrains pourraient être affectés par les mesures mises en place pour réduire l'affaissement, les solutions proposées pourraient empiéter sur leurs propriétés privées et leur vie. Tous les habitants n'approuvent pas les nouvelles mesures, donc un changement de mentalité est crucial pour la réussite des plans visant à sauver la ville. Malgré de nombreux obstacles, l'espoir subsiste. Beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Orléans aiment leur ville, joyau du sud des États-Unis, réputé pour son histoire, son jazz et son mélange culturel unique. Du quartier français au célèbre Mardi Gras de février, perdre la Nouvelle-Orléans serait perdre un site emblématique des États-Unis. Pour sauver ce centre culturel, de nombreux esprits innovants ouvrent la voie à une nouvelle façon de vivre avec l'eau. Mais le temps presse et la question demeure, cela sera-t-il suffisant? Merci de votre attention.